Pierre Gattaz, bonjour. Bonjour. Vous avez été président du MEDEF de 2013 à 2018, patron des patrons. Vous êtes aujourd'hui président de la société Radial, spécialisée dans les connecteurs électroniques. Vous publiez aux éditions du Rocher un essai tonique, Enthousiasmez-vous, ce que la vie m'a appris et que je voudrais partager avec vous. C'est un retour sur votre expérience à la tête du MEDEF sous la présidence de François Hollande, mais aussi une somme de conseils, de regards et de choses à partager. Alors le contexte est compliqué, crise de la dette, problèmes dans les banlieues, contexte géopolitique compliqué. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu dans la provocation avec ce titre « Enthousiasmez-vous » ? Non, parce que si vous voulez, bien sûr qu'il y a un contexte très dur, géopolitique, de nervosité extrême, mais je pense qu'il faut rester optimiste. Et mon message, c'est quand même de dire, nous les Français, nous sommes plutôt assez tristes, assez pessimistes. Nous sommes classés régulièrement dans les 40 ou 45e pays au monde les plus pessimistes. Alors que, si vous regardez sur le long terme, et enthousiasmez-vous, c'est dans le temps, on a un pays qui s'est redressé depuis 10 ans sur le plan économique. Notre taux de chômage est passé de 10% à 7%. Nous avons des perspectives de descendre au plein emploi, ce que je crois profondément. Tout ça est quand même assez enthousiasmant. On a un des pays les plus beaux du monde, une culture scientifique, philosophique, littéraire incroyable, un patrimoine incroyable. On a des atouts qui nous permettraient d'être premiers de la Division 1, je dirais. Donc en fait, c'est ça que je veux dire dans ce livre. Et il faut passer à l'action, il faut avoir des projets personnels ou familiaux ou entrepreneuriaux. Je parle beaucoup d'entrepreneuriat dans ce livre, qui fait qu'en effet, plutôt que de râler, de s'indigner toute la journée, d'être pessimiste et de ruminer sa colère, eh bien non, il faut être enthousiaste, parce que l'enthousiasme permet d'avancer, et d'avancer malgré une adversité, malgré, je dirais, une tristesse parfois de perdre un père, d'être malade, d'être licencié, d'être en faillite. Tout ça, ce sont des épreuves de la vie, mais elles existeront toujours. Donc il faut résister, il faut combattre, il faut se redresser. C'est ça, c'est un livre de philosophie, un peu de vie, mais pas non pas d'un philosophe que je ne suis pas, ni d'un économiste que je ne suis pas, mais d'un patron qui a bourlingué dans le monde entier. Alors, être enthousiaste et optimiste, ça n'empêche pas d'être réaliste et de regarder la réalité en face. J'aimerais qu'on discute d'un aspect qui... Bruno Le Maire a dit « ce sujet n'intéresse pas les Français », c'est la dette française, le niveau d'endettement de l'État et des services publics. Et quand on regarde les chiffres, c'est un peu difficile de s'enthousiasmer. Alors je ne sais pas si votre société, Radial, est fortement endettée, mais vous dites dans cet ouvrage que vous avez contracté un emprunt important pour racheter une propriété viticole à Sannes. Ça supposait de vous endetter pour lancer cette start-up du Luberon. Alors une question, Pierre Gattaz. Quand la dette de la France dépasse 3050 milliards d'euros, que la charge de la dette va devenir le premier poste de l'État, eh bien, cela est-il supportable et que faut-il faire avec votre regard d'entrepreneur ? Alors, si vous voulez, d'abord, il faut toujours rembourser la dette. C'est une cause, que ce soit une dette privée, une dette d'entreprise ou une dette du pays, il faut la rembourser. Comment on la rembourse ? Par de la croissance, par du chiffre d'affaires rentable lorsque c'est une entreprise, par nos revenus lorsqu'on est un particulier. Quand c'est l'État, c'est de la croissance et c'est surtout la maîtrise des dépenses. Nous avons un pays qui dépense 56% de son PIB en dépenses publiques. J'en parle beaucoup dans mon livre, parce que les Allemands sont à 45%, les Suisses sont à 35%, donc nous avons un niveau de dépenses publiques qui est effroyablement gros. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire ce que nous faisons dans nos entreprises, ça fait 20 ou 30 ans que je milite pour ça. Dans nos entreprises, nous faisons du management. Nous avons des RH, nous avons des managers de proximité, et nous essayons d'embarquer tous nos salariés, du haut jusqu'en bas, vers la raison d'être, le pourquoi nous sommes là, par des méthodes qu'on appelait à l'époque la qualité totale, mais qu'on peut appeler par management participatif, engagement. Et ce qu'on ne voit pas du tout dans la sphère publique, mon épouse est fonctionnaire, mon petit frère est fonctionnaire, je connais beaucoup de fonctionnaires qui sont des gens remarquables, qui sont broyés par un système. Et ce système, il faudra avoir le courage
de le détricoter. Certains vivent du système, donc ne veulent pas qu'on s'en occupe. Mais moi, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez, et quand je vois d'autres pays, puisque mon livre est aussi un livre où je parle de l'Allemagne, de l'Autriche, des pays scandinaves, du Canada, j'ai vu des gens maîtriser leurs dépenses publiques. Alors justement, vous faites quelque part un petit peu la promotion d'une méthode qui s'appelle le Lean Management et le Six C'est un outil, Sigma. oui, Voilà, ce sont des outils, il y a beaucoup d'autres outils. Voilà, mais Oui. bon, vous êtes enthousiaste Oui, sur ce très sujet-là. enthousiaste. Comment pensez-vous pouvoir l'appliquer au secteur public? Alors, j'avais proposé à François Hollande une méthode, je lui avais dit, prenez 15 patrons qui sont à la retraite, je vais parler de Xavier Fontanet, d'Henri Lachmann à l'époque, de Schneider, qui sont des gens remarquables, qui ont mené merveilleusement bien, pour le premier Essilor et le deuxième Schneider Electric, et qui pourraient être le binôme ou le numéro 2 de hauts fonctionnaires pilotant des administrations, mais apportant des méthodes modernes de management. Car l'idée, c'est de mettre en musique, de mettre en marche, d'engager les fonctionnaires à donner des idées de problèmes et des idées de solutions. Vous voyez, j'ai beaucoup d'amis infirmières ou médecins. Personne ne leur demande quoi que ce soit sur pourquoi une infirmière, ça coûte toute la journée. Mais je leur dis, mais personne, vous arrêtez pas pour essayer d'apporter les problèmes que vous avez, pourquoi vous courez, et éventuellement les solutions. Moi, dans mes usines, j'en ai 11 dans le monde, au niveau de Radial, je demande presque tous les jours à mes ouvriers, à mes ingénieurs, apportez-moi les problèmes que vous avez. Et ils sont heureux de le faire, parce que ça les embête. C'est eux qui en souffrent le premier. Et souvent, ils sont mieux placés pour connaître la solution. Mais oui, moi je suis en haut, je vois rien. Je vois la stratégie, etc. Mais c'est eux qui voient les problèmes d'éclairage, les problèmes de sièges qui vont pas, les problèmes d'outils qui sont pas adaptés, les problèmes de stock qui sont à 300 mètres, et ils mettent du temps, etc., avec des risques en plus de se blesser. Donc c'est ça qui doivent me remonter toute la journée. Mais pourquoi on ne demande pas à chacun des fonctionnaires de dire pourquoi qu'est-ce qui pourrait apporter, je dirais, de l'eau à leur moulin et de faire en sorte que leur vie professionnelle soit bien meilleure. On ne le fait pas. Et donc ce sont des méthodes modernes de management. Et François Hollande avait trouvé ça très intéressant. Malheureusement, Michel Sapin, à l'époque directeur de l'économie et des finances, ministre de l'économie et des finances, avait dit non, surtout pas le patronat dans l'administration. Et ça pose un deuxième problème. C'est l'étanchéité qu'il y a entre le monde public et le monde privé. Moi, je suis tout à fait contre. Je pense qu'il faut une porosité énorme pour apprendre les uns des autres. Dans nos entreprises, moi j'apprends toute la journée. À 64 ans, j'apprends encore. Alors, est-ce que vous embauchez des fonctionnaires chez Radial? Mais pourquoi pas J'adorerais en embaucher. Ils m'apporteraient peut-être des méthodes que je ne connais pas, peut-être un engagement public, citoyen, voilà. Et je trouve que ces deux mondes ne se parlent pas. Enfin, et voilà. Donc nous, en tout cas, on pourrait apporter ces méthodes de management moderne qui permettraient, si vous voulez, par le management moderne, d'éviter d'embaucher des tas de gens dans l'administration, de faire en sorte que les gens qui partent à la retraite ne soient pas remplacés, d'utiliser des outils de productivité, l'intelligence artificielle et plein d'autres choses qui existent, de réduire le nombre de territoires. Alors ça, il faut avoir un peu de courage. Nous avons 7 à 8 niveaux d'administration entre la commune, la petite commune, l'agglomération de communes, le préfet, le département, la région, puis vous montez, etc. Tu dois avoir 7 niveaux. Bon, les Suisses, les Allemands, les Autrichiens sont à 3 niveaux. Donc il y a un problème, parce qu'à chaque niveau, vous avez un niveau de fonctionnaire incroyable. D'ailleurs, si vous voulez, je sais que du temps de la présidence de Chirac et de celle de Sarkozy, il y a eu 700 000 fonctionnaires des territoires qui ont été embauchés. Oui, ce qui est économisé au niveau de l'État est recréé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et plutôt que d'avoir le courage de privatiser des pans de l'administration. En Angleterre, ils ont privatisé un certain nombre de choses, les jardins, les parcs, l'entretien, le nettoyage, etc. À Vinci notamment, qui est une belle boîte française, ça marche très très bien. Les salariés sont très heureux, ils ont des primes à la fin du mois, ils ont des objectifs, ils se battent. Voilà des choses. Il y a plein d'idées, si vous voulez. Faut nous consulter. Alors justement, Jean-Pierre Jouyet, que vous avez connu notamment comme secrétaire général de l'Élysée, vient de publier un livre dans lequel il revient sur 30 ans de réformes qui ont été menées ou enterrées. Alors, quel est votre regard justement sur cette administration qui bloque les réformes que peut-être la meilleure volonté politique cherche à impulser,
mais que l'administration bloque. Donc vous avez parlé de votre proposition faite à François Hollande, mais au-delà. Oui, moi je dis, en fait, l'administration est un monde à part, elle a grossi, je dis toujours, il faut du génie et du courage pour simplifier la complexité. Du génie et du courage pour simplifier la complexité. Or, cette administration a été gérée, je suis désolé, par des gens extrêmement intelligents et pas géniaux du tout, et qui n'ont pas de courage. Donc, j'adorerais, notamment, que ceux qui gouvernent et qui sortent des meilleures écoles d'administration puissent avoir du courage pour dire non, on va faire ce qu'ont fait les Anglais, ce qu'ont fait les Canadiens. Les Anglais ont inventé le one in, two out, c'est-à-dire pour un texte de loi créé, on en supprime 2, par exemple. Les Canadiens ont inventé des lois à durée déterminée. Donc on met en place la loi et elle tombe de toute façon dans 3 ans. Si jamais elle est bonne, on la garde, mais elle tombe, naturellement. Les Allemands ont inventé des comités d'évaluation ante et post. Quand vous proposez une loi, vous regardez avec un petit panel, notamment de chefs d'entreprise. Parce que l'économie, c'est quand même la base de tout. J'en parle beaucoup dans mon livre, pour donner du bien-être à des citoyens et à des Français dans le monde. Tous les pays au monde qui réussissent, y compris les Chinois communistes, ont compris que l'entreprise était la clé de voûte de tout. Donc c'est ça mon bouquin, c'est aussi de dire... Donc je reviens sur l'administration, il faut que ceux qui prennent le pouvoir, qui sont les présidents de la République avec leurs équipes, aient du courage. Je crois que c'est le courage, ça va devenir la qualité essentielle de ceux qui vont nous gouverner dans les 5, 10, 15 prochaines années. De la lucidité, du pragmatisme et du courage. Et surtout d'accepter, de benchmarker, c'est-à-dire d'accepter d'aller voir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Car nous avons en plus, si vous voulez, en tant que Français, une arrogance inouïe. Alors on va en parler. On est extraordinaire, on est les meilleurs du monde. On est juste 28e en termes de PIB par habitant dans le classement, si vous voulez, de la richesse par personne. On est dans la gadoue depuis une 40aine d'années et on continue de hurler qu'on est les meilleurs. Donc alors, ça c'est pas bien, oui. Alors, un sujet sur lequel on n'est pas forcément bon, c'est le sujet de l'industrialisation, la réindustrialisation. J'aimerais qu'on parle de ce sujet parce que on s'en est rendu compte peut-être de manière brutale lors du Covid, les manques dans plein de domaines et notre dépendance. Alors, en juin dernier, au Salon du Bourget, vous avez partagé le constat d'une forte reprise de l'activité, du point de vue économique, notamment dans l'aéronautique, évidemment, puisque c'est un de vos marchés. Trouvez-vous qu'aujourd'hui, avec la complexité du contexte géopolitique général, les perspectives économiques sont toujours ouvertes? Alors, suivez-moi, sur la désindustrialisation du pays, j'ai écrit 6 bouquins. Ça, enthousiasmez-vous, est le 7e. Pourquoi ? Parce que j'ai constaté, depuis que je pilote Radial, depuis 92, ça fait 30 ans, j'avais 20 concurrents français de Radial dans les composants électroniques. Ils sont plus là. Ils sont tous partis, vendus, et les patrons sont souvent d'ailleurs en Suisse. Bon, à s'emmerder, riches, mais à s'emmerder. Mes 30 concurrents allemands sont toujours présents. Ils sont 3 ou 4 fois plus gros. Ils constituent le Mittelstand allemand. Donc, qu'est-ce que je dis ? Moi, j'ai constaté tous les ans de gestion de Radial, où j'ai eu ma plus grande fierté, c'est d'avoir gardé mes 4 usines en France et d'en avoir rajouté une 5e. C'est ça ma plus grande fierté. J'ai constaté je l'ai vécu, cette désindustrialisation. Et je l'explique par 2 ou 3 choses, si vous voulez, qui est une fiscalité délirante, notamment sur le patrimoine industriel, puisqu'il y avait cette fameuse ISF qui, avant les lois Dutreil, tapait très fort sur les boîtes patrimoniales, sur les actions des boîtes. Donc les gens, pendant 2-3 ans, ils souffraient, et puis au bout de la 4e année, ils disaient « on nous aime pas, on part, on vend et on part ». C'est ça qui s'est passé. Bon, personne ne le dit, mais c'est ça que j'ai vu, moi, dont j'ai souffert aussi. Ensuite, vous avez un droit du travail qui s'est complexité de façon inouïe. Alors que nous étions dans une mondialisation qui s'est développée avec la Chine, etc., nous, on a mis des contraintes qui faisaient que vous étiez ligotés avec le sac à dos de la fiscalité française très lourde et les pieds attachés pour courir face à dans une... Bon. Donc, fiscalité horrible et droit du travail horrible. Je suis désolé, je suis brutal. Bon, c'est mon combat depuis 30 ans, et c'est pour ça que j'ai été élu au MEDES, c'est pour cette colère sourde, vous voyez, de dire, mais les gars,
arrêtez de politiser l'entreprise, arrêtez de politiser l'économie. Ce qui est formidable dans votre ouvrage, c'est que vous donnez des anecdotes, des rencontres parfois un petit peu brusques, etc., avec des ministres sous les gouvernements de François Hollande. Vous racontez un échange avec Arnaud Montebourg qui vous reproche en fait la délocalisation d'une usine de Radial au Mexique. Oui, comment est-ce que vous avez traité? J'étais pas encore patron du MEDEF, c'était en 2012 d'ailleurs, j'étais ministre de l'économie et il a fait une évolution, je dirais, Arnaud de Montebourg depuis une dizaine d'années qui est plus favorable à l'entrepreneuriat parce qu'il a côtoyé des entrepreneurs et qu'il a trouvé des gens courageux et bravos. Son évolution a été plutôt dans le bon sens. Mais à l'époque, il ne connaissait rien. Et il arrive dans mon usine de Château-Renaud, il constate que j'ai une usine de 800 personnes, de Mexicains, au Mexique donc. Et en me reprochant cette délocalisation. Alors, j'ai dit, monsieur le ministre, ces 800 personnes m'ont permis de conquérir Boeing, parce que la France est un pays cher, donc il a fallu que je monte une usine low cost, avec des prix mexicains qui m'ont permis de conquérir le marché américain, notamment de Boeing et tout l'écosystème, d'augmenter mon chiffre d'affaires, d'augmenter mes profits, les profits, quelle horreur, non, monsieur Montebourg, je vous explique, les profits servent ensuite à investir, 85% de ces profits nets que je dégage vont principalement dans les usines françaises pour développer la créativité, l'excellence, les process, les mouches. Et j'ai fait de lui de pointe en disant, pour 3 Mexicains que j'ai embauchés, j'ai créé un emploi en France. Donc moralité, c'est extrêmement vertueux, parce que si j'avais pas fait ça, je serais plus là pour vous en parler. Donc c'est que ça la mondialisation, et c'est ça l'utilisation des sites low cost, pour prendre des parts de marché, mais en gardant l'excellence française. Car moi, j'ai gardé mes 4 usines, j'en ai 5 en France sur 11, ils font le meilleur du meilleur. Ils sont le meilleur dans la créativité, le meilleur dans les process, et on fait des produits extrêmement sophistiqués. Alors justement, parce que je ne suis pas ingénieur comme vous, Radial produit des composants électroniques, des connecteurs. Est-ce que vous pourriez nous expliquer qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors j'en ai amené un, vous voyez, c'est tout bête, c'est un connecteur qui connecte, en fait, montrez-le. Comme dirait l'autre, ça connecte, un connecteur. Donc vous connectez des câbles qui sont des fibres optiques parfois, qui sont les plus compliqués à connecter, des connecteurs, des câbles coaxiaux, des câbles électriques, et des câbles énergie, passant de l'alimentation, mais c'est souvent des données. Bon, et donc ça, ce sont des connecteurs qui vont dans les environnements sévères, qui vont dans l'aéronautique, qui vont dans le militaire, qui vont dans le spatial. Donc on s'est spécialisé plutôt dans la connectique d'environnements sévères, car les Chinois et l'Asie s'est focalisé sur des connecteurs de smartphones, d'ordinateurs qui sont des connecteurs plus simples à faire, dans millions de pièces. Nous, on est resté sur l'excellence et le plus dur, le plus compliqué. On fait des ordinateurs pour les ordinateurs quantiques aujourd'hui qui fonctionnent à 0 degré Kelvin, c'est-à-dire à moins 273 degrés Celsius. Donc voilà, et en fait, il y a une quinzaine de technologies clés, il y a une vingtaine de métiers derrière tout ça. Celui-là est fabriqué à Château-Renaud, où il y a 400 personnes dans l'Indre-et-Loire, et je suis le premier employeur de Château-Renaud. Donc j'ai 3 usines en Isère. Donc on vend dans l'aéronautique à Airbus, Boeing, Bombardier et les autres, tous leurs sous-traitants. On vend dans la défense, dans le spatial avec les satellites notamment d'Elon Musk, avec les constellations. On fait dans l'industrie, dans les télécoms. Et voilà, Radial fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires environ, avec 3500 personnes et 11 usines dans le monde. Alors, j'aimerais qu'on revienne un petit peu, et vous le faites dans votre ouvrage, sur votre parcours, parce que justement vous en tirez des enseignements. Comme vous l'avez dit, en 1992, vous intégrez la société familiale Radial, vous aviez fait différentes expériences professionnelles au préalable. Là, la famille vous appelle un petit peu à l'aide pour remonter une filiale aux États-Unis, alors que bon, c'était la moitié du marché mondial de ces composantes électroniques. Vous remontez la pente jusqu'au crack de l'électronique en 2000. Comment avez-vous vécu cette expérience de redresseur d'affaires? Alors, c'est assez surprenant dans mon parcours. En fait, j'ai jamais voulu faire la même chose que mon père déjà. Bon, j'ai été ingénieur télécom sans avoir vraiment voulu être ingénieur. La vie vous embarque comme ça, et puis vous êtes devant des chemins, et puis ensuite, donc je suis rentré chez Dassault Électronique comme cadre. J'ai redressé une entreprise électronique qui s'appelait Fontaine Électronique, qui m'a permis de comprendre le redressement de l'entreprise, en fait, d'une communauté de 40 personnes, comment ça fonctionne, et le redressement d'une entreprise. Ensuite, ils m'ont appelé, en effet, mon père et mon oncle, qui avaient créé Radial en 52, m'ont appelé en 92,
car il y a eu la chute du mur de Berlin, qui a fait que le marché professionnel, aéronautique, défense et les autres, dans lequel nous étions à l'époque, se sont un peu effondrés. Donc ils étaient un peu gênés parce qu'ils arrivaient à un âge avancé, 67 ans, 68 ans, ils n'avaient jamais connu de crise. Et moi, c'est vrai que j'avais fait du redressement d'entreprise, j'étais ingénieur télécom, et j'avais vécu aux États-Unis pendant 2 ans, dans mon parcours. Donc j'avais quelque part les 3 qualités pour arriver, et donc j'ai hésité un peu en me disant, bon, c'est peut-être une opportunité, je vais aider le groupe familial. Je suis rentré à un moment où il fallait redresser la société. Donc en effet, on est parti dans les télécommunications à fond, pendant 10 ans, de 2012 à 2001. Ça a marché très très bien. J'ai cru que j'étais le Bill Gates de la connectique française, et bon, avec un peu d'arrogance peut-être à la fin. Et d'un seul coup, patatras, c'est pour ça que seuls les paranoïaques survivent, et qu'il faut toujours être d'une grande humilité, hein, face à, dans l'industrie comme partout, tout peut vous tomber sur la figure n'importe quand. Et là, j'ai perdu 2 fois 20% de mon chiffre d'affaires en 2 ans. Et il a fallu faire une restructuration assez forte, qui m'a pris 18 mois. Et c'est là, après cette épreuve-là, où vous sortez en lock, parce que mes concurrents se restructuraient en quelques semaines pour les Américains, quelques mois pour les Anglais, 6 mois pour les Allemands. Moi, j'ai mis 18 mois. Sous les observations des syndicats, de la presse, etc. Et juste là, ça a été terrible pour moi. Dans votre livre, oui. Sans faire trop de psychologie, oui. mais on sent que vous êtes pris de doute. Sur la capacité, est-ce que vous avez voulu jeter l'éponge à ce moment-là? Écoutez, figurez-vous, en sortant de cette crise, je me suis dit, on ne peut plus embaucher en France. C'était en 2002, 2003. Je me suis dit, c'est pas possible, parce que 18 mois pour se restructurer, dans un monde des composants électroniques, qui bougent en tous les sens. Vous montez de 20% en une année, vous descendez de 25% pour l'année suivante, etc. On n'a pas le code du travail qui va pour ça, on est emmerdé. Et moi j'ai besoin de pouvoir m'ajuster, et c'est là où je me suis dit, il faut absolument qu'on travaille là-dessus, et c'est comme ça que je me suis engagé sur le plan professionnel des syndicats de patrons, enfin de filières professionnelles, non pas pour avoir une agilité délirante, on n'est pas là tous les 2 ans pour se restructurer une boîte et faire partir l'effectif, c'est fou, mais avoir un minimum, si vous voulez, d'agilité, d'adaptation, d'adaptabilité. Et donc j'ai commencé à rentrer dans l'univers patronal, on va dire, des fédérations professionnelles à ce moment-là. Et avec cette colère sourde, vous voyez, c'est-à-dire que parfois c'est l'ego qui intéresse les gens, la lumière, les spots, les radios, les télés. Ouais, c'est pas du tout mon cas, moi je suis plutôt quelqu'un de discret. Par contre, c'était pour mon pays. Je me suis dit, si tous les patrons raisonnent comme moi, c'est-à-dire on ne pourra plus embaucher en France, c'est mortel. Il n'y aura plus de boîte en France. Donc il faut se battre. Il faut se battre pour justement qu'on supprime l'ISF, que la fiscalité baisse et qu'on puisse avoir une adaptation, qu'on n'ait plus peur d'embaucher. Ça a été mon programme au MEDEF quand j'ai été élu en 2013. Alors on va y revenir. Simplement, moi j'aimerais poser une question, on va dire, de positionnement. Hein. Vous êtes, quelque part, vous étiez l'héritier, hein, de la famille Gattaz. Est-ce que cette société radiale créée en 1952, comme vous l'avez dit, est-ce que pour réussir à s'imposer en interne, il faut tuer le père? Alors, c'est de la chimie compliquée, en fait, à vrai dire. Il ne faut pas forcément tuer le père, il faut que le père ou la mère puisse se retirer. C'est-à-dire, quand une jeune génération arrive à la poste de direction générale, il faut lui faire confiance. Et si le père ou la mère reste en coulisses pour donner des contre-ordres ou aller voir les cas, etc., ça ne marche pas. Ça, c'est pas bon. Donc, en effet, il faut que... C'est pas tuer le père, c'est qu'il y a une responsabilité du père ou de la mère qui a créé la boîte de s'effacer, de donner vraiment les rênes. Et pour ça, il faut que le père et la mère aient des activités par ailleurs. Parce que quelqu'un qui n'a fait ça toute sa vie et qui n'a que sa boîte à gérer, à 70 ans, quand le fils arrive, il va continuer. Hein. Donc il faut qu'il aille, je sais pas, s'occuper d'associations, de la mairie, d'autres choses. Il y a plein de choses à faire, hein, en France, hein, formidable. Et puis qu'il soit dans un conseil de surveillance où tous les 3 mois, et puis qu'il puisse donner des conseils au fils ou la fille qui reprend. Donc je pense vraiment, ça c'est un conseil fort, parce que j'ai vu trop d'entreprises où en effet, le fils ou la fille arrive, et le père ou la mère reste dans l'ombre, en coulisses, et c'est pas bon du tout, ça. Alors, justement, vous le dites, donc, suite à toutes ces restructurations, vous êtes impliqué au sein de la Fédération de l'électronique, et puis on vous demande d'intégrer le MEDEF, qui à l'époque est dirigé par Laurence Parisot.
Pourquoi y allez-vous ? J'y vais parce que j'étais patron du groupe des fédérations industrielles, donc de l'industrie française, fédération qui regroupait une quinzaine de fédérations industrielles. Et donc j'étais au conseil de surveillance, j'étais au conseil exécutif du MEDEF. Et Hollande se fait élire en 2013, et avec des réformes en tête, de taxer, je dirais, les salaires à 75%, de taxer l'excédent brut d'exploitation, enfin, il y avait beaucoup de taxes et d'impôts, et je me suis dit, ça va pas le faire. Là, on va retomber comme en 81, où le programme commun de la gauche de François Mitterrand a fait fuir beaucoup de gens, et a démotivé beaucoup de gens. Et on a mis une dizaine d'années pour s'en remettre. Et je me suis dit, il faut y aller. Donc c'est là où je me suis motivé en disant, bon, et Laurence Parisot était pas aussi peut-être combative. Moi, je suis arrivé avec les tripes, avec les colères dans les tripes, parce que j'avais une boîte et des usines en France. Et je me suis dit, il faut vraiment se battre. Et donc, je suis arrivé avec un modèle de combat. Voilà, vous êtes élu à 95%, oui, à la tête de l'organisation patronale. Vous défendez ce MEDEF de combat. Pour la croissance et pour l'emploi. Pour la croissance, oui. Mais aussi, quelque part, effectivement, en contrepoint avec François Hollande, qui avait fait son fameux discours du Bourget, je n'ai qu'un ennemi, c'est la finance. Oui, et quand vous le dites comme ça, si vous voulez... En fait, quelque part, je suis sorti de bourse parce que justement, j'avais des analystes financiers, des jeunes de 25 ans qui m'expliquaient que j'avais trop d'usines en France. Donc je me dis, bon, ils n'ont rien compris. Et c'est pas la finance qui me pilote non plus. C'est pas la finance qui me pilote non plus. Donc finalement, vous étiez d'accord avec François Hollande. Mais quand vous le dites sur une posture politique, si vous voulez, comme on l'a fait depuis 40 ans en France, on politise l'économie, et c'est très mal vécu, si vous voulez, par les entreprises. Il ne faut pas dire ça. Il faut le dire en disant, mais j'adore l'entreprise, j'adore l'économie de marché, parce que là, si vous voyez ce que je veux dire. Donc tout ça est très fin, et vous pouvez très vite démotiver l'économie et les chefs d'entreprise, ce qui était le cas. Quand je suis arrivé en 2013, tout le monde avait une gueule de bois, comme on dit. Les patrons ne voulaient plus embaucher, plus investir. C'était dramatique. Et ils ont tout de suite, en fait, et c'est là où ça s'est bien passé, parce que j'ai réussi dans mon MEDEF de combat à bloquer des mesures comme la taxe sur l'excédent brut d'exploitation qui était dans le pipe, le taxe 75% sur les riches, ça s'est bloqué sur les salaires élevés, je crois que ça s'est bloqué assez vite aussi. Et puis ils ont fait le CICE, qui est le crédit impôt compétitivité d'emploi, avec une baisse de 40 milliards. Si vous voulez. Donc il y a eu ce fameux rapport gallois qui a montré que les marges des entreprises françaises étaient extrêmement faibles par rapport à la moyenne européenne et aux Allemands. Là, il y a eu un déclic. Moi, je me suis engouffré dans le déclic. Et en plus, si vous voulez, j'ai un discours assez franc, comme vous le voyez, mais j'ai surtout, je dirais, des prises de terre avec les usines, si vous voulez. Donc, je n'étais pas là pour faire de la politique. Je n'étais pas un affreux de droite qu'il fallait combattre. J'étais en disant, mais écoutez, moi, je veux juste qu'on ne m'emmerde pas pour embaucher et investir. C'est tout. Alors, vous dites que vous n'êtes pas forcément attiré par les médias, etc., mais vous avez su communiquer. Alors, à vos dépens peut-être, mais vous avez incarné ce changement avec votre fameux pins 1 million d'emplois, c'est possible. Alors le slogan était percutant, il a été parfois moqué, il faut le dire. Comment, finalement, avec un président qui est élu sur un programme assez à gauche, vous avez réussi à convaincre François Hollande de bouger? Alors si vous voulez, en fait, je me suis aperçu, parce que ma préoccupation, c'était comment on peut imposer des réformes. Comment on peut faire accepter des réformes de baisse de la fiscalité et d'amélioration ou de simplification du code du travail, qui étaient quand même nos deux gros problèmes quand on est dans une entreprise. Et en fait, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas la création d'emplois qui peut être l'objectif final de tout ça? Et c'est là où j'ai travaillé. Alors c'était pas qu'un pin, c'était un gros projet qu'on a fait un livre jaune, on a fait bosser nos fédérations et nos MEDEF territoriaux pendant 6 à 9 mois. Chacun a contribué, et puis je me suis dit, on est arrivé à la conclusion qu'on pouvait créer 1 million d'emplois pour passer de 10% à 8% de chômage. Donc, en effet, on a lancé ce projet, et je me suis dit, tiens, on va mettre un pin en plus, que ça permettra de montrer... Alors, il a été absolument... il y a eu des sarcasmes épouvantables, des critiques épouvantables, je me promenais dans les dîners parisiens, tout le monde me rigolait. Mais si vous voulez, après, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Moi j'acceptais ça, tant pis je me disais, puis en fait c'est ma conviction profonde, j'ai pas envie de vendre Radial et j'ai pas envie de me retrouver au lac les mains, et j'ai pas envie de m'emmerder royalement, j'ai pas envie de faire comme les autres, et c'est pour le pays et c'est pour la France. Donc j'ai porté courageusement ce pins pendant 1 an ou 1 an et demi,
Et quelque part, en fait, je dirais que François Hollande et Manuel Valls, qui est arrivé comme Premier ministre, a compris quelque part que l'entreprise, si vous voulez, c'était fondamental. Il faut que les chefs d'entreprise aient le moral pour que ça marche. Le plus bel exemple qu'on ait, c'est Deng Xiaoping, 1978. Deng Xiaoping, communiste chinois, arrive au pouvoir, sortant de 40 millions de morts du prédécesseur, Mao Tse-tung, avec une autre révolution culturelle, entrepreneuriale. Il crée l'économie socialiste de marché. Donc là, il n'a pas eu 40 millions de morts. Il a eu 600 millions de pauvres, très extrêmement pauvres, qui vivent comme des Européens maintenant. Donc choisissez votre camp, les gars. C'est l'entreprise, c'est pas être à gauche ou à droite. Les communistes chinois ont fait ça. Donc vous, socialistes français, vous pouvez juste comprendre que l'entreprise, c'est la clé de voûte de tout le système. Alors, Pierre Gattaz, moi j'ai une question de confiance à vous poser. Avec votre pacte de responsabilité, enfin celui que vous avez finalement inspiré, le CICE, les baisses de 40 milliards d'euros de cotisations sur les bas salaires, les cadeaux aux patrons, comme on dit, est-ce que vous n'êtes pas le responsable de l'éclatement durable de la gauche française ? Certains le pensent. Non. Si vous voulez, ce qui est formidable, parce que là vous le voyez de façon négative, mais ce qui est formidable, c'est ce que j'ai vu et ce qui me rend enthousiaste. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, c'est qu'une gauche française a tout de suite compris, assez rapidement, que l'entreprise était la clé de tout, et qui fait que l'économie fonctionne pour distribuer du pouvoir d'achat, pour augmenter le PIB, etc., pour redresser le pays, pour baisser le chômage. Ils ont compris. Et moi, ça m'a rendu extrêmement content, si vous voulez, et je rends hommage à Manuel Valls notamment, dans ce livre, qui a eu le courage de faire ces réformes. Il y a eu les lois El Khomri sur la simplification du code du travail, mesure très impopulaire, la CGT dans la rue, les syndicats, etc. Et il a fait ces réformes. Et Emmanuel Macron a continué avec un certain nombre de réformes fiscales, avec les lois péniques, les ordonnances pénicaux, pour continuer de simplifier, pour plafonner les prud'hommes, pour supprimer l'ISF, pour mettre la flat tax sur les plus-values en place. Ce sont des réformes qui, pour l'extrême gauche française, sont des réformes épouvantables. Pour l'ensemble du monde économique, je dirais, l'ODP et l'OCDE, sont des réformes absolument nécessaires, indispensables, qui fait que l'image de la France a changé, que les patrons se sont remotivés, que les investisseurs étrangers sont revenus, et qu'on est passé de 10%, non pas à 8%, mais à 7%, puisqu'il y a eu plus d'1 million. Donc il ne faut jamais oublier ça. Et c'est ça mon bouquin. C'est que j'ai vu une gauche française qui a finalement fait des réformes, non pas de droite, parce que c'est faux, des réformes entrepreneuriales, l'entreprise étant ni à gauche ni à droite, qu'on se le dise définitivement. Alors, quand vous avez réussi à convaincre effectivement cette partie de la gauche de cette nécessité, vous donnez aussi, vous aviez invité Manuel Valls à l'université d'été du MEDEF, vous lui donnez des conseils de communication, parce qu'au début, il n'était quand même pas très satisfait, je ne sais plus à quelle était la date, mais en fait, les emplois n'étaient pas tout à fait au rendez-vous, en tout cas dans le timing prévu. Oui. Il arrivait un petit peu en colère, je crois. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, il y a eu un amalgame, ils ont fait le CICE de 40 milliards, que j'ai applaudi, je l'avais demandé, et ils ont fait cette... Et puis 2 ans après, malheureusement, les patrons n'avaient pas encore créé beaucoup d'emplois parce que les gens ne comprenaient pas. Moi, je me souviens de rencontrer des TPE, des PME, des patrons de TPE, PME, qui me disaient « mais c'est quoi le CICE ?» Et en fait, ils ont mis du temps à comprendre et à se rendre compte que ça payait. C'est des baisses ils prenaient les chèques, en fait, à la fin des années. Et en fait, Manuel Valls, 1 an et demi ou 2 ans après le CICE, me dit « Monsieur Gattaz, ça va pas, je vais venir vous engueuler aux universités du MEDEF. Parce que vous n'avez pas créé d'emploi, on vous a fait des tas de choses. » Alors j'ai dit, écoutez, monsieur le Premier ministre, ne venez pas, vous avez 8000 personnes dans la salle, 8000 patrons, il ne faut pas venir pour nous engueuler, venez surtout pas, déjà, le moral n'est pas très bon, parce que c'était encore dur. Et je lui ai cité Angela Merkel, que j'avais vue dans une salle à Berlin, devant 800 chefs d'entreprise de l'électronique, mais encensant ces patrons, en disant « vous êtes la force de l'Allemagne, vous êtes les exportateurs, vous êtes la richesse, etc. Vous créez de l'emploi, mais bravo, continuez, vous êtes des gens formidables. » À tel point qu'au bout d'une demi-heure de félicitations des patrons,
je me suis dit, elle va leur demander quelque chose. Elle va dire, on va peut-être augmenter le taux d'imposition pendant 2 ans, parce que, etc. Même pas, elle leur a même pas demandé. C'était des félicitations gratuites, en disant, vous êtes continués. Bon, je lui ai cité ça, et je lui ai cité aussi Cameron, en Angleterre, qui avait fait une petite vidéo pour encenser des patrons de PME, qui existaient à l'époque sur le web. Et bon, il est venu, donc j'étais un peu inquiet, il est venu fin août aux universités d'été du MEDEF, et c'est là où il prononce son « J'aime l'entreprise ». Donc, ovation, tout le monde debout, les patrons qui... etc. Et le lendemain, en effet, la presse, les frondeurs, quoi, c'est un traître, etc. Donc, s'en est pris plein la figure. Et quelques semaines après, je vais en Chine, et je rencontre l'un des maires ou vice-maires de Shanghai, qui me dit, écoutez, on a vu la presse internationale, c'est intéressant, votre Premier ministre a dit « j'aime l'entreprise », mais il pourrait ne pas aimer l'entreprise. Est-ce possible ? Est-ce possible ? Le Premier ministre de la France pourrait ne pas aimer l'entreprise, il est obligé de le dire. Voilà. Alors justement, pour vous, il y a une mesure simple du niveau de courage politique, vous l'avez dit, c'est le niveau d'impopularité. Je crois que vous prenez comme mesure Gerhard Schröder oui. En Allemagne. Oui. Est-ce que c'est pour vous effectivement la mesure ? C'est quelque part, pour être si vous voulez, dans le courage, il faut être impopulaire. Si vous voulez, moi je pense qu'il y a 2 choses à faire pour un président de la République, c'est de montrer où est-ce qu'il veut aller. Déjà, vous voyez, sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, je trouve qu'il a manqué un narratif, une histoire à raconter pour dire pourquoi on doit travailler plus, et pourquoi ça a bénéficié à chacun d'entre nous. Parce qu'on va être plus productif globalement, parce qu'il faut travailler plus en France, mais parce que vous verrez le PIB par habitant grandir, le PIB par habitant c'est de la richesse. Les Allemands aujourd'hui sont 20% plus riches que nous, individuellement. Les Suisses, c'est 50 à 60% de plus que nous. Les Américains sont 30%, environ 35% de plus riches que nous, individuellement. Donc si vous voulez, petit à petit, la France, le français s'est appauvri, je suis désolé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire un certain nombre de réformes. Donc je ne dis pas que ça aurait été facile, je ne pense pas qu'il aurait eu une majorité non plus, mais il faut de temps en temps savoir faire des choses, être impopulaire, comme Schröder et Hartz ont fait en Allemagne en 2003. Les fameuses réformes Schröder-Hartz, qui ont réformé la retraite, l'assurance chômage, le code du travail, qui ont permis aux boîtes d'aller mieux, beaucoup mieux. Pendant 3 ans après ces réformes, Schröder était très impopulaire. Et il a perdu les élections, je crois, après. Mais le miracle allemand était en marche. Le miracle allemand était en marche. Donc, si vous voulez, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et je trouve que Manuel Valls, pour ça que je rends sur le plan économique, après je ne juge pas sur le plan régalien, sur le reste, mais sur le plan économique, je trouve qu'ils ont été... Et Valls a été impopulaire, et bravo, parce qu'il a fait des réformes pour le pays, pour la France. Et on est à 7% de chômage, sans doute en partie grâce à lui. Alors, en 2017, suite à cette période, vous rencontrez Emmanuel Macron, je ne sais plus si c'est dans un café ou dans un bureau, mais il vous consulte, il vous demande quelques conseils, quelques priorités. Vous a-t-il écouté ? Écoutez, j'ai l'impression, je me souviens de cette réunion, il était candidat à la présidence de la République pour son premier mandat. C'était en effet en 2016, je crois, ou 2017. On a passé 2 heures ensemble en tête à tête. Et je lui ai parlé de tout ça, ce que je viens de vous dire, que j'ai écrit dans mon bouquin. Je crois qu'il a noté beaucoup de choses sur des réformes qui, notamment sur avec les partenaires sociaux, si vous voulez, mon expérience des partenaires sociaux, c'est que il y a des sujets tabous, c'est très politique. Quand vous êtes dans le dialogue social de terrain, vous êtes sur l'outil de travail, vous êtes des gens avec lesquels on peut discuter, on peut partager, c'est quand même l'outil de travail qui est en danger. Donc les partenaires sociaux du terrain sont beaucoup plus conciliants, même s'ils défendent le bout de grâce, ce qui est normal. Quand vous êtes au niveau national, il y a une sorte de commedia dell'arte qui se joue, et qui malheureusement en France est très politique. Malheureusement, ce que je n'ai pas vu en Allemagne ou dans d'autres pays. Et je lui ai dit, tu sais, sur des réformes aussi importantes que la retraite, l'assurance chômage, je ne sais pas si les partenaires sociaux y arriveront. Je ne crois pas. Bon, alors je suis peut-être un peu responsable en effet de passage en force, mais après je ne pense pas qu'il y ait eu besoin de mes conseils pour gérer la France et de faire en sorte, parce que si vous voulez, on le constate, il y a un constat. Bon. Alors aujourd'hui,
Aujourd'hui, Patrick Martin préside depuis peu le MEDEF. Il porte un projet, des convictions. Alors, est-ce que c'est un MEDEF de combat ou pas? Quels conseils lui donneriez-vous aujourd'hui, notamment sur le sujet du coût du travail? Alors déjà, si vous voulez, c'est un chef d'entreprise opérationnel. Il a une très belle entreprise. Je crois qu'il fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et il est opérationnel, Patrick Martin. Donc il est un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il sent les choses de l'environnement fiscal ou social qui peut se durcir et qui fait que opérationnellement, on a tout de suite les prises de terre. Et ça, c'est très important. À partir de là, si vous voulez, je continue de penser que les problèmes de la France, c'est qu'on a parlé des dépenses publiques à 57%, qui permettraient, par des méthodes, entre autres, de courage, de benchmarking, de management moderne, de baisser et de pouvoir rembourser la dette ultimement. Deuxième chose, vous avez le coût du travail, qui est un vrai sujet, notamment pour les TPE-PME. Ce n'est pas un sujet pour le CAC 40. Ce n'est pas vraiment un sujet, à moindre mesure, pour le TI radial que j'ai à 3500 personnes. Mais quand plus vous descendez, plus c'est compliqué, plus c'est cher. Quand vous donnez 100 € net à quelqu'un, ça vous coûte 200 € à cause des charges, qui sont le double. Donc les charges permettent de financer la retraite, l'assurance chômage, la prévoyance, la maladie, etc. Le modèle social, la sécurité sociale. Et ça, je dis, de nouveau, il faut travailler en profondeur, en management, ce système, avec de la qualité totale, faire mieux avec moins, de l'outil intelligence artificielle, tous les outils qu'on peut, pour faire 20% d'économies qui permettraient de nous remettre dans la moyenne européenne. 20-30%. Je crois que la moyenne européenne, c'est 160. Il n'y a pas 200 comme nous, c'est 160. Et je propose de redonner 2 tiers ou 3 quarts des économies à nos salariés. Pourquoi ? En pouvoir d'achat. En pouvoir d'achat, parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Il y a une inflation, etc., on le sait tous. Mais ce niveau de charge fait que l'entrepreneur qui embauche, il a tendance à pousser son... Il a un coût du travail qui est tellement élevé qu'il a intérêt à contenir. Et donc, comme vous avez ce matelas de charges, ça pousse le salaire net. Donc, libérons ces charges. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai sujet révolutionnaire, parce que c'est un sujet un peu révolutionnaire. J'adorerais que les partenaires sociaux s'emparent de ce sujet, mais comme ils sont sur la protection des avantages acquis avant tout, ça va être très compliqué. Mais je pense que ce serait un très bon sujet, parce que c'est une façon de redonner du salaire net aux gens. Je vois les discussions qu'il y a, CGT, CFDT actuellement, sur la conférence sociale qui s'organise, etc. Mais voilà un sujet, comme on peut baisser les charges sans faire mieux avec moins. L'idée, c'est de ne pas baisser le modèle social en termes de qualité. C'est de l'améliorer en gestion. Et ça, si vous voulez, quand je dis ça, les gens me regardent avec des yeux étonnés, comme si c'était pas possible. Mais si c'est possible, dans nos boîtes, on est tout le temps en train de gérer mieux avec moins. Tout le temps. Alors, et comme ils ne connaissent pas l'entreprise, si vous voulez, pour les politiques qui sont en face de moi, l'administration encore moins, et les partenaires sociaux qui parfois ne connaissent pas parce que ce sont souvent des gens qui ont fait du syndicalisme, mais ils ne comprennent pas ce que je dis. Alors c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il faut qu'on arrive, et on a peut-être une responsabilité de communiquer beaucoup plus là-dessus. D'où mon bouquin, parce que j'en parle dans ce bouquin. Alors ce qui est riche dans votre bouquin, dans votre expérience, c'est que vous avez également effectivement ce regard à l'international, de comparaison, et d'ailleurs vous vous appuyez sur votre expérience. À partir de 2018, vous avez été élu à la tête de Business Europe. C'est la représentation patronale à l'échelle européenne. Vous aviez un slogan, Prosperity, People, Planet. Qu'avez-vous retiré de ce regard européen ? Au-delà des comparaisons que vous venez d'apporter, est-ce qu'il y a une dynamique ? Est-ce que le continent, on va dire, se relève ? Est-ce qu'il y a des sources d'espoir ou d'enthousiasme ? Oui, alors après les 50 MEDEF que j'ai fait, ils m'ont élu au patronat européen qui s'appelle Business Europe pendant 4 ans. C'est 2 mandats de 2 ans. Alors ce que j'ai retenu, c'est qu'en effet, j'ai poussé la philosophie des 3 P, donc ce que vous décidez, Prosperity, People, Planet, en expliquant que si le premier P, la prospérité économique, n'existait pas, vous n'avez aucune chance de donner de la prospérité à votre peuple et aucune chance de faire de la prospérité environnementale, puisque 80% des solutions au climat, aux problèmes écologiques vont venir des entreprises et de la recherche. Donc faites en sorte que votre économie marche bien,
que votre écosystème économique avec la recherche et l'université marche bien, et vous pourrez distribuer de la richesse à vos citoyens et à l'environnement pour régler les problèmes. Bon, pendant 4 ans, si vous voulez, je me suis beaucoup battu sur ces sujets-là, mais beaucoup sur la normalisation. Il y a une boulimie de normalisation sur cette Commission européenne. La présidente de la Commission européenne a été élue avec des voix des écologistes, qui fait qu'il y a eu, l'Europe s'est beaucoup verdie et beaucoup aux dépens de l'économie. Et les solutions qu'ils ont trouvées, c'est de normaliser, d'imposer des normes. Ce qui m'a beaucoup effrayé, ce qui m'effraie toujours d'ailleurs, parce que je pense que l'Europe est nécessaire à construire face aux Chinois, aux Indiens, aux grands géants qu'on a, aux Américains. Et il est important que l'Europe soit ensemble sur le plan économique, sur le plan de plus en plus peut-être politique, sur le plan de la défense d'ailleurs, sur le plan de la souveraineté économique, industrielle. Et moi je suis vraiment un Européen convaincu. Par contre, le construire qu'avec des normes, comme on le fait sur le problème de l'environnement, ça me paraît délirant. Parce que les normes, on le sait tous, en France on vit d'un pays de normes. C'est le 3e grand défi qu'on a relevé, hein, après les dépenses publiques, le coût du travail. Je pense qu'il y a toute cette simplification de la normalisation française. On vit avec 80 codes et 400 000 normes, c'est effrayant, tout le monde en souffre. Et voilà un sujet qui n'est pas politique non plus. Pour être maire de gauche ou maire de droite, vous êtes très emmerdé par les normes. Le citoyen, c'est effrayant, le nombre de papiers qu'on doit remplir qui sont incompréhensibles. Et en tant qu'entrepreneur, et plus vous êtes petit, plus vous souffrez de cette normalisation boulimique. Donc il faut vraiment juguler cette normalisation. Et je continue de penser que le génie, je le redis, le génie et le courage, c'est de simplifier la complexité. Quand vous avez un smartphone dans votre poche, et qui est celui inventé par Steve Jobs, vous avez un monument de complexité caché. Un gamin de 3 ans est capable d'utiliser un smartphone. Moi, j'attends ça de l'administration française. C'est qu'ils ont l'administration derrière, l'intelligence artificielle, ils ont tous les outils, le cloud, merveilleux. Mais ils ne redemandent pas 10 000 fois votre pédigré, vous voyez, Pierre Gattaz, 11 septembre, machin, 10 000 fois. Ras-le-bol, quoi. Vous l'avez, c'est bon, vous l'avez maintenant, les gars. Et puis maintenant, on peut travailler. Alors j'ai vos empreintes, je me suis mis toutes les empreintes du monde pour bien vérifier que c'est Pierre Gattaz. Et ça doit être que ça, si vous voulez. Moi, j'attends ça, et je le redis dans ce bouquin. Et je continuerai de me battre là-dessus, sur ces 3 sujets pour la France et pour l'Europe. Alors, on arrive un petit peu à la fin de cette interview, et merci Pierre Gattaz de partager votre enthousiasme et votre énergie. À titre personnel, vous aimez le ski, la montagne, vous déployez votre énergie dans tous ces domaines, vous avez gravi le Mont Blanc. Est-ce que dans la vie, vous aimez les sommets ? J'aime les objectifs atteints, en fait. J'adore avoir des objectifs. Je ne pourrais pas vivre sans des objectifs. Donc le Mont Blanc, ça a été un objectif avec des copains, on s'est dit tiens on va y aller, et on a fait ça en 48 heures en plus, donc c'était peut-être pas forcément sérieux, mais j'étais plus jeune. Soit vous faites ça sur 15 jours en vous habituant au sommet de 3000 mètres, soit vous dites faites ça en ramassé en 48 heures. Ce que j'ai fait, et on a eu de la chance, le temps était beau. Donc voilà, c'était objectif atteint, j'en ai bavé, est-ce des sommets ? Non, ça peut être des étapes intermédiaires. Vous voyez, mais c'est vrai que voilà, et je pense que j'aime bien de vivre avec des objectifs personnels, professionnels. Alors justement, votre nouvelle aventure professionnelle et familiale, c'est la reprise du domaine viniviticole de Sannes, dans le Vaucluse, que vous avez racheté en 2017. Vous nous avez apporté une bouteille de la cuvée, alors de quelle année ? Alors c'est du 2022. 2022. C'est le blanc. Est-ce qu'on peut déguster 2 minutes ? Alors, on a 2 verres là. Regardez, tenez. Allez hop. Et voilà, je vais vous servir. C'est un domaine en fait qui est une start-up. Je l'appelle la start-up parce qu'il y avait les vignes, 35 hectares de vignes, mais il n'y avait plus de chais, plus de boutiques. Donc les grappes étaient vendues aux coopératives locales. Donc j'ai recréé en famille, et ça c'est intéressant d'embarquer mes 4 enfants et mon épouse dans ce projet long terme, parce que le vin c'est un projet long terme, on n'y va pas pour 2 ans, on y va pour une vie. Et après le MEDEF qui était mon MEDEF de combat, où j'en ai bavé quand même s'il y a eu des résultats, je suis sorti essoré
cette aventure qui était passionnante, et encore une fois avec des résultats à la clé pour le pays. Il fallait que je me fasse quelque chose, que je sorte un peu de l'ordinaire, et j'ai voulu embarquer mes enfants et mon épouse. C'est le château de Saintes qui est dans le Luberon Sud. On a recréé tout. En fait, on a recréé ces vins, qui est vin blanc, vin rouge, blanc, rosé. Le 1603, ça date de création du domaine. C'est un domaine qui date de la Renaissance, et même qui date de l'ère romaine. Et nous faisons des vins bio, à 350 mètres d'altitude. Et l'idée, si vous voulez, je retrouve mon ADN d'entrepreneur, c'est que il faut créer un vin qu'on a créé. Il y a des process derrière de qualité qui sont très importants pour la qualité du vin. C'est l'ode à la nature, aux vignes, au sol, à la météo. Et ça, j'ai une passion pour les arbres et la nature. Et donc, je suis très content. J'ai une passion pour la Provence. Je suis en Haute-Provence, même si c'est le Luberon, l'AOP Luberon. Et on a développé, on est parti de 0 bouteille, et 5 ans après, nous sommes à 150 000 bouteilles de production. Donc, écoutez, en tout cas, je vais me servir et je vais... Celui-ci semble très... alors, je sais pas, alors, mon ressenti là, c'est qu'il a une fraîcheur, il a une légère touche d'acidité pour attaquer. Alors, ce sont des vins qui sont faits avec le vin blanc, donc j'ai rosé et rouge. Là, c'est Grenache blanc Roll, qui est le Vermentino italien, et de l'Uni blanc, à peu près un tiers. Et ça, c'est un vin blanc qui est très agréable, parce qu'en effet, vous avez en dégustant, vous avez des arômes de fruits blancs, de poire, de pêche. Et vous avez en effet une fraîcheur ça c'est très important, parce que avec mes enfants et mon épouse, on déguste les jus, les vins. Nos œnologues sont là pour la technicité, mais on veut faire des vins qu'on adore. Et en fait, ce sont des vins qu'on adore en famille, que nos amis aiment bien, et donc on est content de pouvoir faire ça. Et c'est une petite entreprise, on fait vivre, on a embauché 8 personnes, le vigneron était déjà là, on fait travailler les artisans locaux, l'écosystème, et ça fait partie aussi de mon ADN, c'est de me dire, tiens, les territoires français, il faut les revitaliser, et je suis très fier d'avoir démarré ce projet autour d'un produit magique, le vin, qui est un produit d'excellence française. Alors, est-ce que ce produit-là aussi vous l'exportez? C'est-à-dire, qui sont vos clients? Alors, en effet, c'est compliqué le vin, il faut savoir que c'est une aventure difficile. C'est beaucoup de travail, ce sont des aléas naturels notamment, il peut y avoir des coups de gel, de mildiou, donc on peut parfois perdre une récolte ou la moitié de la récolte en une nuit. Donc c'est difficile, c'est pour ça qu'il faut y aller en se disant non, c'est pas 2 ans ou 3 ans, c'est 10 ou 20 ans. Si vous n'avez pas un temps long, et avec les moyens du temps long, c'est compliqué. Et donc on exporte, en effet, on a commencé à exporter aux États-Unis, on exporte en Afrique, en Côte d'Ivoire, on exporte en Allemagne, on a exporté un petit peu au Japon et en Chine. Tout ça se met en place, c'est encore des petits volumes, mais ça prend corps. Mais c'est du temps long, c'est du travail, c'est du temps long. Il faut se faire savoir, il y a une compétition énorme. Luberon n'est pas une appellation qui est très connue en plus, donc il faut expliquer qu'il y a tous les atouts, c'est un vin bio, c'est un vin qui se fait à 350 mètres d'altitude. On a une petite chance, c'est que le domaine est dans le pays d'Aigues. Le pays d'Aigues, c'est le pays de l'eau. C'est un rectangle de 20 km sur 30, qui est à côté de Cucuron-Lyon-Barin, pour ceux qui connaissent. Et en fait, les petits villages autour s'appellent Saint-Martin d'Aigues, La Tour d'Aigues, Pépin d'Aigues. Et on a la chance d'avoir de l'eau qui filtre dans le sous-sol, qui vient de la montagne. Et donc, qui fait qu'en fait, on a, dans les périodes de grande sécheresse, comme on l'a connu depuis 2 ans, les racines sont très profondes de la vigne et vont chercher de l'eau. Et on a eu 2 belles années de vendange. Donc ça contribue aussi au fait qu'on essaie de faire des vins de fraîcheur. Donc ça, c'est la caractéristique première. Ce sont des vins très aromatiques sur le fruit ou la fleur, mais surtout très frais. On veut surtout pas, nous sommes dans le sud, d'avoir le casque lourd. Vous savez, quand vous buvez certains vins du sud, c'est avant tout, c'est la sieste derrière. Non, nous, c'est... on veut vraiment que ce soit des vins avec beaucoup de fraîcheur et de vivacité, liés à l'acidité notamment. Alors, je crois que pour conclure, c'est très bien, puisque vous allez puiser dans les racines et puis tourner vers le soleil ou vers l'action. En conclusion de ces échanges, on a une question rituelle, Pierre Gattaz. Si là, maintenant,
Vous aviez à prendre un café avec le jeune Pierre que vous étiez à 18 ans. Sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous? Alors je dirais, enthousiasme-toi. Cette D'une histoire. part, et deuxièmement, je lui dirais une citation de Saint-Exupéry que j'adore, que j'ai souvent en tête, c'est « Fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité ». On a des rêves dans la vie, et ça m'amène à vous parler de Y Croire 3 secondes. Y Croire, c'est une association que j'ai créée il y a 5 ans aussi, pour aider des chômeurs longue durée, notamment, dans les Hauts-de-France, parce que c'était là où il y a beaucoup de chômage et de pauvreté, à faire quelque chose de leur vie par l'entrepreneuriat. Donc on forme des gens au chômage, souvent au RSA, à leur projet de vie. Et la question c'est, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Qu'est-ce qui t'enthousiasmerait? On a des réponses, et j'adorais être coiffeuse, manucure, être boulangère ou boulanger, avoir un bar tabac. Et on tire ce projet de vie et on les emmène vers leur projet, par de la formation, etc., complémentaire. Et le résultat, c'est que 3/4 des gens qu'on a formés se mettent en mouvement. Certains, beaucoup retrouvent du travail d'ailleurs, ou sont en formation. 10 à 20% essaient de créer leur entreprise, auto-entrepreneurs. Et c'est ça la vie. Je crois que, vous voyez, vous pouvez tomber sur des gens extrêmement fragilisés, qui sont parfois désocialisés, qui sont d'une tristesse inouïe, déprimés, 3 enfants, divorcés, 40 ans, ça va pas. Et en fait, on les redresse par l'enthousiasme et par la niaque. Et si vous avez la niaque, c'est bon. C'est quasiment 5-70% du travail, notamment pour aller voir un patron pour trouver un job. Pierre Gattaz, merci pour votre niaque, merci pour ce van et merci pour cet échange. Un grand plaisir. Merci beaucoup.